elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du château. Tiens, on a découpé une femme... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Qu'elle nous appartient, qu'elle est à nous aussi. Les sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'autres films? T'as du clito. Les agences des hommes. Boum. Si je fais du cinéma, si je me lance, ce sera radical. Opportunity. Qui t'orientent. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. J'ai l'impression qu'ils ont des sujets. Je suis plus que jamais féministe. Pour les hommes, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes actrices, réalisatrices, productrices, parce que les femmes du cinéma sont à la pointe de la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui, parce que les représentations comptent, parce que dans l'art aussi, les femmes ont des plafonds de verre à briser. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Déborah Lucumwena. En fait, il y a un temps pour la parole et il y a un temps pour le silence. Là, c'est un temps que j'utilise pour la parole, mais mon silence est aussi une parole. Et j'aimerais quelquefois qu'on m'entende me taire. Vous écoutez le cycle La Poudre aime le ciné. Déborah Lucumwena, vous êtes comédienne. Vous n'avez qu'une poignée de rôles à votre actif, mais vous êtes déjà la petite fiancée du cinéma français. Vous l'avez bluffé en remportant le César du meilleur second rôle pour celui de Maïmouna dans Divine, le film de Houda Benyamina. Vous êtes devenue la plus jeune lauréate de ce titre et la première femme noire à le remporter. Vous crevez l'écran en ce moment dans Les Invisibles de Louis-Julien Petit. Et puis là, d'un coup, vous vous révélez une extraordinaire comédienne de théâtre. Je vous ai vu il y a quelques jours au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, dans le rôle d'Anguille, qui donne son nom à la pièce Anguille sous roche, adaptée du premier roman d'un jeune auteur comorien, Ali Zamir. Vous êtes seule en scène, pendant pas loin de 2 heures, les pieds dans l'eau, littéralement, une mince couche d'eau recouvre la scène. Vous riez, vous dansez, vous faites l'amour, vous pleurez, vous mourrez sur scène, avec un talent qui m'a laissé bouche bée et qui me fait encore des petits frissons là pendant que je vous en parle. À la fin de la pièce, quand vous avez salué, c'était le soir de votre première, vous avez pleuré. Pourquoi vous avez pleuré ce soir-là? J'ai pleuré parce que j'ai senti que c'était la fin d'un cycle, et le début d'un autre du coup. Mais j'ai senti en fait que c'était l'accomplissement en fait final de toutes ces appréhensions que j'avais quant à monter sur scène. Parce que moi, le théâtre m'a toujours effrayée. J'avais peur de cette notion du direct là, de ce contact avec le public, et en même temps j'en ai fait mon métier de parler tout le temps au public à travers des rôles. Et j'ai pleuré parce qu'il y avait mes proches dans la salle, parce que les gens ont applaudi, et en fait ils ont applaudi face à cette peur que j'ai modelé pendant 1h40 quoi. Je me suis demandé si vous n'étiez pas aussi happé par le personnage, par la puissance du texte, parce qu'il y a quand même, à la fin de la pièce, vous êtes allongée sur scène et morte en fait. J'imagine qu'il y a une espèce de brutalité de retour au réel quand on se relève et qu'on redevient Déborah. Bien sûr, totalement. Guillaume, hier, on a fait une rencontre et il disait... c'est le réalisateur de la pièce. Le metteur en scène de Guillaume Barbeau. Il disait, moi je déteste cette expression de rentrer dans un personnage. Il dit que Anguille existe uniquement lorsque Déborah dit le texte. Et c'est vrai que à la minute même où je m'arrête de dire le texte, je m'arrête de jouer, Anguille n'existe pas. Et justement, vous parlez de cette brutalité-là, c'est-à-dire que les derniers mots de la pièce, c'est « et maintenant que ce sont les derniers mots. Et du coup, ensuite, je me suis relevée tout de suite en tant que Déborah. Et c'est vrai que cette espèce de, ce truc un peu soudain, cette brutalité-là, c'était un peu déstabilisant, oui. Vous avez 24 ans. Votre première fois sur les planches, c'est vraiment un rôle complètement dingue, quoi. Un rôle à la Gianni, j'ai envie de dire, ou à la Cate Blanchett, je crois que vous aimez beaucoup. J'ai l'impression que c'est très vous de réussir les choses du premier coup, ou avec un peu de précocité.
C'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'ai réussi du premier coup. J'ai eu mon bac du premier coup, mon brevet du premier coup, mon code et mon permis du premier coup. Non, mais c'est, voilà. Le César, le César, le conservatoire. C'est vrai. Je sais pas, en fait, c'est dû à quoi? Beaucoup de gens me diraient que c'est dû à mon travail et peut-être, mais voilà, moi j'ai trop d'humilité pour dire ça. Mais comme je le dis, il y a peut-être une bonne étoile et en même temps, comme je suis un peu parano, pour moi, des réussites comme ça, c'est que forcément il va y avoir des petits obstacles quelque part et c'est normal et c'est sain qu'il y en ait et j'en ai déjà rencontré. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'air d'être une adepte du one shot, comme on dirait. Voilà. Bon, alors je vais juste pousser un tout petit coup de gueule en vous laissant en dehors de tout ça. Mais moi, ça m'a un peu agacé que le metteur en scène, et je sais pas qui d'ailleurs, soit venu vous rejoindre sur scène au bout de 1 minute 30 le soir de votre première. Moi, j'aurais voulu qu'il vous laisse savourer un peu plus longtemps la lumière et les applaudissements. C'était un moment qui était saisissant et ils ont accouru saluer avec vous et voilà, ça m'a énervé. Petite dédicace à tous les cis white men qui écouteront ceci. Bon, on va revenir un petit peu en arrière, Déborah, pour comprendre ce qui vous a mené jusqu'ici. Vous avez grandi à Épinay-sous-Sénart, dans l'Essonne. C'était comment de grandir là-bas? C'était particulier, c'était coloré, j'ai eu de belles amitiés et de beaux moments, tout comme je m'y suis aussi sentie très mal. Il y a eu 2 parties. En fait, ma vie à Épinay-sous-Sénart est scindée en 2 parce que avant on habitait à Valenton et je suis arrivée à Épinay-sous-Sénart avec mes 2 parents. Et ensuite, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Et du coup, ma mère nous a pris tous les 5, puisque nous sommes 5 enfants. Et on a réemménagé à Épinay, mais plus loin de mon père. Donc en fait, c'est 2 vies un peu scindées. Et c'est vrai que donc la deuxième vie est plus grande que la première. Et c'est vrai que c'est une ville en fait qui a regroupé mes peurs, mes inquiétudes, mes conflits, mes amitiés. Mais c'est aussi là en fait où je me suis rendu compte que très vite, je voulais absolument pas qu'on m'impose des choses. J'avais conscience que j'étais dans une banlieue, mais non, c'est pas non plus une banlieue hyper chaude, mais c'est là en fait où peut-être ma personne s'est le plus construite, où mes contradictions ont plus pris place. C'est dans cette ville-là que je m'apprête à quitter parce que j'emménageais dans pas longtemps. Mais cette ville-là, quand même si je m'y suis à plusieurs reprises mal sentie etc., c'est quand même dans cette ville-là que j'ai pris la décision de devenir comédienne, que toutes ces choses-là sont arrivées. Donc voilà, ça a été fait de plein de choses. Il y a une ambivalence autour de cette ville, ouais, totalement. Vous dites qu'il y a de la colère dans votre enfance très tôt dans les interviews. Vous dites souvent ça. Elle venait d'où cette colère? Vous arrivez à l'identifier? Je pense qu'elle vient du fait que, déjà, je viens d'une famille congolaise avec des parents, surtout avec ma mère qui est un peu mes 2 parents, avec une maman très autoritaire et on n'avait pas forcément tout le temps droit à la parole. Et la pauvre, c'est un peu normal parce qu'elle a malheureusement fait des enfants avec un monsieur très irresponsable et qui a un peu gâché nos vies et du coup elle s'est très vite retrouvée toute seule et sa seule manière en fait de nous élever tous les 5 toute seule en fait, c'est cette colère là qui certes n'avait pas que des bons côtés, mais qui en fait finalement fait que elle a réussi à élever ses 5 enfants, qu'on est tous aujourd'hui indépendants et qu'on est tous aujourd'hui solides. Alors on est des êtres colériques tous les 5, malheureusement, mais aussi heureusement. C'est-à-dire que cette colère, elle me pose des problèmes autre part, mais elle me permet aussi de faire ce métier et de construire cette faim que j'ai et cette colère-là aussi, en fait, elle me guide non seulement dans mes choix cinématographiques, mais aussi dans le fait de faire Anguille, de faire Les Invisibles aussi et d'aller au conservatoire. C'est parce que je veux plus, parce que j'ai la hargne d'aller plus loin et de peut-être avoir la patience d'aller au conservatoire. Alors, moi, j'aime le conservatoire, ça me saoule, quelquefois, d'y aller, de me lever tous les matins, etc., mais ça me fait une discipline. Mais c'est parce que j'ai cette hargne et cette colère-là, ça me permet de rester, d'apprendre, d'avoir la patience de me remettre en question et on peut fonctionner autrement qu'avec la colère, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, voilà, j'ai que 24 ans, j'ai appris à me canaliser, j'étais pas comme ça il y a 4 ans. Je reste quand même quelqu'un qui est très fort, je peux être facile à vivre tout comme difficile à vivre, je le sais. Mais un des trucs, en tout cas, qu'on pourra pas douter de moi, c'est ma franchise. Je ne peux m'empêcher d'être franche.
Et ça, vous le tenez aussi de votre maman ? Totalement. Ouais. Totalement. J'ai une mère qui ne sait pas ce que c'est le tact. Mais vraiment, maman, c'est quoi le tact ? Je sais pas. Elle me dit quand j'ai maigri, quand j'ai grossi, quand je suis pas bien habillée, donc ça peut être ça peut être un peu blessant, mais j'ai plus de tact qu'elle. Mais j'ai grandi avec une maman qui n'en a que faire du tact. Et qui travaillait, non ? Je crois qu'elle travaille elle était dans une cantine scolaire. Exactement, c'est ça, et elle travaille encore. Elle y est encore, ma petite maman, 54 ans, qui va très bien et qui travaillait et qui élevait 5 enfants et qui n'a pas eu le choix, en fait, de mettre un peu la tendresse de côté et en gros de nous dire, mais les gars, en fait, faut que je vous tienne à 5 puisque vous allez m'écraser. Et aujourd'hui, voilà, mon deuxième grand frère fait 2 mètres de haut. Wow. Et regarde ma mère vraiment de haut, mais il bouge pas une oreille à côté d'elle. Voilà. Est-ce que vous entretenez des liens avec la terre natale de vos parents, la République démocratique du Congo, qu'ils ont quitté donc quelques années avant votre naissance ? Ouais, ils l'ont quitté en 88. Donc ça fait presque 31 ans maintenant qu'ils sont là. Totalement. Je suis totalement rattachée à cette culture-là. J'y suis allée une fois, ça remonte à longtemps, j'avais 6 ans, mais je désire y retourner cet été. Mais je parle la langue, j'écoute la musique, je suis intéressée culturellement par ça. Ce que je dis, déjà, je suis très fière d'être congolaise. Je pense pas que j'aurais été la même personne si j'avais pas été congolaise. Je pense pas que j'aurais été... Ça influe même sur la comédienne que je suis. Je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est une double culture à laquelle je suis vraiment attachée, qui est vraiment très importante pour moi et qui est aussi une base solide, en fait, de ma pensée, de ma réflexion qui fluctue, mais qui a une base solide qui est cette double culture-là. C'est-à-dire que j'allais à l'école, j'avais l'amour des lettres, en terminale, on lisait Thérèse Raquin, etc. Mais à la maison, le dimanche, on écoutait Koffi Olomidé, Fally Ipupa, des grandes stars du Congo. Et c'est cette double culture-là, en fait, qui me qualifie et dont je suis fière et que je me détacherai jamais. Il y a une histoire politique, moi, hier, comme je pense beaucoup de Français qui n'ont pas de racines africaines comme moi, je suis allée quand même rechecker parce que Congo, Zaïre, République du Congo, j'avais un peu de m'embrouiller. Et il y a une histoire politique qui est tellement sanglante, difficile, des enchaînements de dictatures, beaucoup de conflits. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on vous a transmis enfant, dont on vous parlait ? Est-ce qu'on vous éduquait à une conscience politique autour des événements qui se déroulaient là-bas ? Totalement, c'est-à-dire que ma mère est très 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 fière d'être congolaise, etc. Donc bien sûr qu'elle me parle de ça. Et puis moi-même, en fait, je m'y intéresse. Et en plus là, en ce moment, on est dans un tournant parce que c'est les présidentielles là-bas. Il y a des élections prochainement. Il y a un président qui est élu, Monsieur Tshisekedi. Il est élu. Mais son élection est contestée. Il y a des recomptages de votes au Congo parce qu'il y a un monsieur qui veut pas partir. Et du coup, c'est en ce moment même, en fait, il y a quelque chose de cet abcès purulent qui est en train d'éclater. Donc on est à un tournant, en fait, de mon pays qui a beaucoup souffert, qui souffre encore d'exploitation. Là, il y a le récent prix Nobel de la paix qui s'appelait ce docteur qui a passé son temps à réparer les femmes au Congo. Mugabe, non, c'est ça, Denis Mukwege, voilà, ouais. qui a fait un discours et qui disait: mon pays est le pays le plus riche d'Afrique, mais c'est le pays actuellement le plus pauvre parce qu'il est exploité, parce qu'il est massacré, parce qu'il est ensanglanté. Et c'est une conscience que j'ai moi aussi et que je suis de près. Et moi, j'ai toujours cru à un tournant certes tardif de ce pays, mais à un tournant, et je pense qu'on est en train d'y assister parce que le peuple se lève et conteste. Et à partir du moment où il y a un débat, où il y a un cri du peuple qui dit « assez », on en a marre, c'est là que les choses commencent. Voilà. Vous parlez, c'est marrant parce que je vous demande de parler du Congo et puis vous me répondez en parlant de Balzac. On est vraiment dans la double culture. Vous étiez vraiment passionnée de littérature, je crois, quand vous étiez adolescente. Est-ce que vous vous rappelez des livres que vous avez lus, qui vous ont aidé à vous construire à l'époque ? Ouais, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé donc Thérèse Raquin, j'avais aimé Gargantua aussi, et on l'avait étudié en cours et je me rappelle que je l'avais aimé parce qu'il y a cette notion autour du gigantisme. Donc c'est un héros qui est très grand, très très gros, qui mange beaucoup, qui boit beaucoup, qui fait l'amour beaucoup, qui est en abondance en fait. Et c'est une abondance qui me choquait pas et au contraire une abondance à laquelle peut-être j'aspirais.
Et la littérature, alors personne dans ma famille lit comme je lis. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je sais que la bibliothèque, quand je trouvais pas de chaleur dans les humains, je la trouvais dans les livres, que j'empruntais énormément de livres, que j'en achète encore beaucoup aujourd'hui. Il faudrait que j'arrête d'ailleurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui a compté pour moi. C'est vraiment le fait de perdre mon imagination dans une réalité que je pouvais pas contrôler, mais dans laquelle j'étais amenée. C'était vraiment une source de plaisir et de jouissance qui me sont encore très chères aujourd'hui. Et c'est pour ça que il y a une période où j'ai voulu en faire mon métier. Prof de littérature, c'était votre rêve? Avant d'être comédienne, je voulais être prof de littérature, donc je voulais être prof de littérature jusqu'à 2013. C'est encore assez... Il n'y a pas si longtemps, Il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, peut-être qu'on l'abordera plus tard, mais j'étais à la Sorbonne, ce qui était un très haut niveau, et tout allait bien, mais j'étais séparée de mes amis, j'ai ressenti beaucoup de solitude, et en fait, mon esprit a fluctué ailleurs. Et c'est en regardant une série, je pense que vous l'avez dans vos fiches, c'est pour ça que je vais pas trop spoiler, en regardant une série que peu à peu, je me suis dirigée vers le cinéma. Mais justement, en fait, moi, j'ai lu ça, et je trouve que c'est un peu, ça fait un peu légende urbaine, quoi. C'est quand même hallucinant. En fait, quand on lit, vous prenez dans les magazines, un jour, vous regardez la série Les Tudors, vous vous dites, je veux être Jonathan Rhys-Meyers, vous postulez à un casting, et le cinéma, voilà. Moi, je trouve ça, il y a forcément quelque chose qui vous travaillait avant. On passe pas du jour au lendemain de je veux être prof de français à je veux être Kate Blanchett, quoi. Il y a forcément, j'imagine, quelque chose que peut-être vous taisiez en vous avant ce moment-là. Alors, peut-être le fil commun, c'était que il y avait un truc avec la transmission que je voulais. Que ce soit en tant que comédienne ou en tant que prof, il y a quelque chose avec la transmission qui est commun aux deux. Après, vraiment, vous n'êtes pas de la première à me dire ça, mais je vous jure. On vous croit pas, des fois. Non, mais je me souviens juste qu'en CM2, donc j'avais un caractère très fort, et il y avait une dame de cantine qui s'appelle Samira, qui me disait, tu devrais faire du théâtre. Et je me souviens, et je pensais qu'elle se moquait de moi, mais j'y ai vraiment pas accordé de temps, et voilà. Et le temps a passé, et donc je suis tombée sur cette série, et j'ai vu en fait cet acteur, en plus d'être beau, mais d'un magnétisme hors norme. Il interprétait donc le roi Henri VIII, qui avait 50 ans, qui faisait 130 kilos, et donc le réalisateur des Tudors a pris le parti de laisser l'acteur dans sa forme athlétique naturelle et dans sa beauté naturelle, et il te convainc totalement. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps de ce monsieur, parce que pour moi rien ne se passe dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans le corps, dans la poitrine de ce monsieur pour véhiculer autant de choses? Et moi j'étais envieuse de ça. Je me disais, mais je veux, peut-être que je veux impressionner comme il m'impressionne, je veux transmettre comme il me transmet. Et donc c'est à ce moment-là uniquement, il faut me croire, c'est à ce moment-là uniquement où j'ai commencé à me dire, oh, pourquoi pas. Ça commençait par, je retenais parce que j'étais aussi passionnée d'histoire royale, donc l'histoire aussi me passionnait, mais je retenais des répliques, etc. Je les rejouais seule dans ma chambre, c'est vraiment vrai. Puis à un moment, je me suis dit, tiens, si j'allais à la recherche d'un regard extérieur, donc j'ai commencé à chercher des cours de théâtre à côté, que je n'ai jamais pris, et je voulais aussi commencer par de la figuration pour me faire un peu de sous, et pour voir de loin, en fait, comment ça se passait, parce que malheureusement, je me disais déjà, il faut peut-être commencer petit. Mais en voulant commencer petit, me voilà 4-5 ans plus tard devant vous, là, avec tout ce qui s'est passé, quoi. C'est marrant, je vois des points communs entre Rabelais, dont vous me parliez tout à l'heure, avec Gargantua, le personnage qui vous a impressionné dans les Tudors. Il y a toujours cette notion d'excessivité, de prendre de la place, d'avoir un grand charisme. C'est des choses qui, j'ai l'impression, habitent aussi vos rôles et votre façon de faire l'actrice. C'est vrai que je suis très happée et passionnée par les gens, un grand charisme. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai tourné avec Corinne Maziero. Elle rentre dans une salle, même silencieuse, tu la sens et tu l'entends. Dans Les Invisibles, hein, elle est extraordinaire. Elle est vraiment incroyable. Elle est très engagée en plus comme femme. Très engagée. Et tout. Et c'est pas un charisme forcé. C'est quelque chose qui lui échappe, qui est hors d'elle. Et voilà, vous parliez de tous ces personnages que j'aime et qui ont ce point commun là. Oui, c'est peut-être quelque chose que j'aime et qui m'attire. Je pense que je trouverais ça trop malheureux de vivre silencieusement. De vivre en se faisant petit, c'est pas votre truc. De vivre en se faisant petit et discret. Et je pense que ça correspond peut-être avec le fait qu'au début de ma vie, j'ai pas pu parler.
m'exprimer sur ce qui m'arrivait, sur pourquoi les choses... J'ai grandi très vite, c'est-à-dire j'étais en CP quand mes parents divorçaient, et je me souviens qu'à 7 ans, j'allais déjà voir mes potes en disant « je vais partir parce que mes parents se séparent ». Alors, et je n'ai pas le souvenir que ma mère m'ait assise en disant « écoutez, on va partir ». Non, je sais que c'est un soir où elle a dit stop et elle est partie. Mais elle nous avait pas préparé en amont. Et je sais pas pourquoi, c'est une part de mystère. J'avais ce truc-là de me dire je vais partir, et j'ai rapidement accepté la situation et je me suis rapidement tue. Pour... Voilà, à la maison, c'est pas de blabla inutile, grandissez, faites les choses correctement. Et ma mère, elle est comme ça, c'est qu'avec ses enfants en bas âge, elle est sévère, elle est stricte, etc. Là, ma mère, même si il y a encore beaucoup de déférence et de respect, on rit en se tapant dans le dos. Et c'était inconcevable il y a 10 ans. C'est inconcevable il y a 10 ans que je fasse ce métier, que je découche, etc. Mais c'est ma maman, quoi. Déborah, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ? Je le deviens encore. Je le deviens encore. Moi, je suis très loin d'avoir totalement rencontré ma féminité. Je me posais la question, je me disais, mais quelle femme, en fait, je suis ? Parce que moi, j'ai encore l'impression, et peut-être que je vais le rester un peu longtemps, que je suis encore une enfant, quand même. Que j'ai... Même si je m'exprime un peu de manière un peu plus adulte et que voilà, je suis face à des choses, je fais des choses d'adulte, entre guillemets, la base de mon métier, ce pourquoi je fais mon métier, c'est parce que j'ai encore des émotions d'enfant, parce que j'ai encore une espèce, d'immaturité émotionnelle qui font que, certes, je suis j'explose beaucoup dans la vie et que j'aime fort et je déteste fort et voilà, où je parle fort, mais je l'utilise aussi dans mes films. Et c'est quelque chose qui, tant que je fais ce métier, je veux pas m'en séparer. Faut juste que j'apprenne à le modeler et peut-être à certains moments où il faut totalement arrêter d'être enfant, mais si je veux continuer ce métier, il faut absolument pas que je grandisse. Mais du coup, ça rentre un peu en conflit avec ma rencontre avec ma féminité. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on dit jouer, en fait. Oui. C'est un verbe qui renvoie à l'enfance, à la perpétuelle enfance, le fait de jouer quand Exactement. on est comédien. Et exactement, c'est vrai que j'ai choisi quand même un métier où je passerai ma vie à jouer quelqu'un que je ne suis pas. Mais en même temps, alors ça a l'air un peu cliché, mais là déjà dans le peu de rôles que j'ai joué, je me suis plus rencontrée. Et j'ai plus exploré des choses qui m'ont renvoyé à moi-même. Dans le personnage que je joue dans Les Invisibles, Angélique, j'ai pas mal de points communs avec elle. Elle aussi, sur les émotions, c'est quelqu'un qui est très vif, qui est très punchy, mais qui cache peut-être autre chose, voilà. C'est un personnage dont on comprend qu'elle a elle-même été confrontée. En fait, pour raconter, pour ceux qui n'ont pas vu le film, celles et ceux qui n'ont pas vu le film, Les Invisibles, ça raconte des travailleuses sociales dans un foyer pour femmes SDF. Et Angélique est donc l'une des travailleuses sociales, et on comprend qu'elle-même, elle a connu la rue, la précarité, avant de travailler dans le centre. Et c'est pas vraiment... C'est, disons, suggéré, en fait. C'est ces espèces de non-dits dont vous parlez, c'est ce passé un peu dur qu'elle peut traîner avec elle, quoi. Bien sûr, c'est d'ailleurs ce qui m'a intéressée chez elle, c'est que c'est le seul personnage qui a été des deux côtés, qui a été aidé et qui aide en même temps. Et moi, dans la proposition de Louis Julien, j'ai trouvé ça intéressant en fait de me demander à 20 ans, quand on arrête d'être aidé, comment on aide. Et surtout quand la situation est presque atteint une catastrophe, comment on agit en fait à 20 ans, sachant qu'on n'a pas encore fini en fait de se guérir soi-même. Comment on guérit l'autre. Et Angélique, en fait, elle met du temps à trouver sa place dans le groupe, et puis elle est dans cette problématique-là de se dire, mais pourquoi je dois prendre soin des autres alors que moi-même il y a un truc qui va pas. Mais quand on essaye de m'approcher pour me soigner, mais j'ai pas très envie en même temps. C'est cette dualité-là et ce contraire-là qui m'intéresse. Moi, j'aime les personnages complexes parce que je pense que je le suis, mais parce que c'est beaucoup plus intéressant, parce que on pourra jamais mettre un point final à Angélique en se disant, en fait, finalement, conclusion, Angélique est comme ça. Elle est de ce côté-là et pas de celui-là, quoi. Non. Impossible. C'est impossible. Tout comme Maïmouna, qui était peut-être un peu plus posée, un peu plus tranquille. Pareil, c'était quelqu'un qui était confronté à un dilemme entre suivre son ami et sa spiritualité, sa culpabilité face au divin. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, ce contraste-là et ce combat. Les personnages les plus intéressants pour moi
sont les personnages déchirés, en fait, en plein dilemme, et qui se disent « Qu'est-ce que je dois faire ?» Vous parlez de Maïmouna et on arrive à Divine dans votre parcours. Je suis hyper synchro en c'est éditant. Parfait. Non, vraiment... franchement, c'est vraiment parfait. Donc, vous nous racontiez tout à l'heure cette espèce de déclic, donc qui n'est donc pas une légende. Vous étiez à la fac à la Sorbonne, vous décidez de tenter votre chance comme comédienne. Vous postulez à un casting. L'histoire est complètement hallucinante. Vous lisez un casting. Alors, j'avais noté l'annonce. Voilà, cherche une jeune fille noire avec des formes ayant peu ou pas d'expérience. Vous dites c'est moi. Vous postulez et s'ensuit un casting qui va durer en fait 9 mois. Exactement. Pour Divine. Mais quelle histoire de dingue. Ça, je l'ai découvert en préparant l'émission. Ouda Benyamina, donc, a passé 9 mois à vous tester, à vous former pour vous faire, entre guillemets, mériter, j'ai l'impression, ce rôle de Maïmouna. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé pendant ces 9 mois-là? Oui, bien sûr. Donc, j'ai bien postulé à cette annonce. J'ai été rappelée une première fois 2 semaines plus tard uniquement par la directrice de casting avec qui j'ai discuté et ensuite j'ai improvisé. Les essais ont été montrés à Ouda et donc elle a bien voulu me rencontrer. Et donc déjà tout de suite, je me suis retrouvée face à une femme de poigne, une femme qui a une espèce d'autorité naturelle et qui m'a en fait mitraillée de questions. Et après m'avoir mitraillée de questions, du coup, qui a testé en fait mes limites et mes nerfs, etc. Et en fait, ça a été comme ça pendant 9 mois. Mais pour vous dire, c'était même pas 9 mois d'affilée. Parce que dans son test, ça incluait des moments de silence. Wow. Des moments où, j'ai plus de nouvelles. Elle vous renvoyait à votre... Voilà, où je pensais même... presque quelquefois, ça me soulageait de me dire, c'est bon, je suis recalée, je passe à autre chose. Et en fait, elle te rappelle un mois plus tard en disant, en fait, oui, il faut qu'on te voie pour ci, pour ça. Et donc pendant 9 mois, elle me rappelle, je joue face à la caméra, je rencontre Oulaya quelques jours plus tard. Qui est donc le premier rôle du film. Le premier rôle du film et qui est aujourd'hui une des personnes les plus importantes de ma vie. Je me rappelle qu'on improvise, je trouve qu'on fait du caca en boîte. On rit même tellement je suis gênée. Et en fait, pendant ce temps-là, Ouda se dit, mais en fait, j'ai trouvé mon duo. Et donc les essais continuent, pareil, je crois que j'ai rencontré une autre comédienne qui voulait faire Dounia. Donc on improvise, l'équipe se constitue et arrive en fait la fin du casting où le directeur de casting me dit vendredi je t'appelle, que ce soit oui ou non je t'appelle. Et c'est un vendredi à 18h. Faut savoir que j'avais pas mis ma mère au courant, qu'elle savait pas que je passais un casting. C'était presque un secret. Tous ces tests que vous faisiez, c'était sans prévenir vos proches, votre famille, personne. J'ai usé de 1001 mensonges pour justifier mes absences chez ma mère. Oui, je vais voir des amis, etc. Et donc vendredi à 18h, je cours dans ma salle de bain du coup pour m'enfermer pour l'appel du directeur des castings qui me délivre en disant que j'ai le rôle. Et 2 ans plus tard, en fait, j'en reparle encore avec Ouda qui me dit mais moi, en fait, dès que j'ai vu tes essais, je savais que c'était toi. C'est juste que je voulais te tester et t'endurer, mais en fait, la réflexion, elle était faite chez moi. C'est juste que je voulais savoir, je voulais te donner un aperçu de ce que ça allait être de travailler avec moi. Et là, maintenant, avec le recul, je peux dire, le casting, c'était rien comparé au tournage. Mais mais elle me caressait, mais c'était... Non, en fait, c'est une femme qui aime travailler de manière laborieuse, mais qui aime chercher encore et encore, qui aime aller sur les nerfs, mais qui te fait sortir que de la vérité, en fait. Mmh. Un sacré personnage, Ouda, hein, vraiment. J'ai tellement de chance de tomber sur elle en premier parce que c'est quelqu'un en fait qui n'a pas eu cette espèce de position de gourou en disant je vous ai révélé, il n'y a que moi qui pourra, etc. C'est-à-dire qu'elle disait déjà voilà, moi j'ai ma manière de travailler, je dis pas que c'est la bonne. Et puis surtout, vous ne tomberez pas sur des réalisateurs qui vous dirigeront autant. Vous ne tomberez pas sur des réalisateurs qui ont autant d'ambition pour vous que je n'en ai pour vous. Et vous tomberez même sur des réalisateurs qui sauront peut-être mieux vous diriger que moi et qui seront peut-être meilleurs. Mais elle, comme moi, on pense que les choses, elles sont pas faites pour rien et que il fallait qu'on se rencontre d'abord pour que... Et d'ailleurs, le fait de l'avoir eu en premier, ça m'a permis, en fait, de voir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et par exemple, Guillaume Barbeau, qui est le metteur en scène de Tanguy, est l'extrême opposé de Ouda, mais j'arrive aussi à travailler avec lui. Donc, voilà.
C'est marrant la façon dont le cinéma s'est posé dans votre vie et ça me rappelle vraiment la façon dont vous racontez le quotidien qui se poursuit, votre maman à qui vous dites rien pendant que vous passez les essais pour ce projet qui est complètement en fait pharaonique quand on y pense avec le recul. Et on dirait vraiment ce discours au César qui a mis les larmes, je crois qu'à tous ceux qui l'ont regardé. Et là, je l'ai regardé à nouveau en vidéo sur YouTube. Ça marche toujours, hein. Mais c'est pas possible. La façon dont il est venu se poser sur votre vie est parfaitement ordinaire. Il y a un destin complètement extraordinaire qui est venu d'un coup, sans frapper 3 coups, quoi, sans s'annoncer. C'est pas progressif, c'est pas un long effort comme on peut voir parfois dans les carrières de cinéma. Vous avez ouvert la porte un beau matin et le cinéma était sur le palier, quoi. Ouais, c'est encore... mais même... c'est dingue, on m'en reparle encore et encore de ce discours, mais en fait, il est à l'image vraiment de ce que je pense et de la vision que j'ai de ça, en fait. C'est que, pour le coup, oui, c'est ce film, Cannes, les récompenses, puis le César, c'est arrivé de manière assez directe, en fait. Il n'y a pas eu quelque chose qui annonçait, en fait, tout ça. Et c'est ça qui a fait que je l'ai un peu plus savouré, justement. C'est que j'étais pas préparée à ça. C'est que ce sont des choses qui sont tombées sur moi, en fait. Et ça a même un impact sur ma mère toute ma ville, c'est une petite ville, donc tout le monde est au courant. Et ma mère, on l'appelle maintenant, on dit, oh, la maman de la star, quoi. Donc même elle aussi, en fait, ça a influé sur son quotidien. Ça a changé aussi son destin. Oui, ça a changé son destin, son quotidien. Elle se dit, voilà, maintenant j'ai un de mes enfants qui fait un métier particulier, etc. Donc encore aujourd'hui, je saurais même pas expliquer pourquoi c'est arrivé comme ça, mais je suis juste très heureuse et bon, je suis croyante, donc je suis très reconnaissante envers qui de droit. Mais oui, et du coup, en fait, face à toutes ces choses-là qui sont arrivées d'un coup, ce discours-là, je l'ai écrit à 15h dans le RER le jour même, en allant chez le coiffeur. Oui, voilà. Le jour, j'allais chez le coiffeur et en fait, donc il y avait, je crois qu'il y a 1 mois entre l'annonce de la nomination et la cérémonie. Et mon agent me disait, Déborah, écris. Et je disais, non, et tout, imagine, je l'ai pas. Il reste dans ma sacoche, enfin, le jour où je l'enlèverai et tout. Et il me dit, écris. Et le jour même, donc je fais ma valise, mes sacs et tout, il m'envoie un message, il me dit, Déborah, tu vas m'écrire ce putain de discours. Vraiment, écris-le. Et je me pose dans le RER et en fait, je savais pas quoi dire. Après, je veux dire, mais juste, je partage, en fait, comment c'est arrivé. Pour que les gens comprennent, en fait, que, on n'y arrive pas tous de la même manière et que je suis aussi ébahie que vous. Écoutez, je l'ai, c'est très bien. Je repars avec cette statuette dans le 91. Voilà. Il y a un mot, enfin, vous employez, on a parlé un peu de destin, de bonne étoile, de Dieu, mais moi, il y a un mot que je vois souvent revenir et qu'on a employé tout à l'heure, c'est le mot charisme. Il me semble que Louis Julien dit que le charisme que vous aviez dans Divine l'a poussé à vous prendre pour Les Invisibles. Je crois aussi qu'il y a une copine d'école qui a écrit un article sur vous, sur le site Mademoiselle, qui dit que même au CM2, vous aviez déjà un charisme. Et ça me fait encore penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur Jonathan Rhys-Meyer et Gargantua. Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi, voilà, vous avez un certain charisme, une certaine lumière, quelque chose qui fait que quand vous arrivez quelque part, on a envie de vous regarder et de vous écouter? Quelque chose qu'on vous a déjà dit ou que vous ressentez? Alors, que je ressens, je sais pas, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé, on me parle beaucoup de lumière en moi, que ce soit des gens croyants ou non. On me dit, t'es lumineuse, t'as de la lumière, il y a quelque chose de lumineux chez toi. Et c'est vrai qu'on me parle de charisme. Mais moi, franchement, pour me parler de mon charisme, je suis la pire personne parce que pour moi, je dois toujours améliorer ma manière de parler. Je me supporte pas de me regarder en interview. Je trouve que je fais trop de gestes, que je parle trop fort et tout. Ça va être une épreuve d'écouter ce podcast, mais je vais quand même l'écouter. Donc, si on croit les gens autour de moi, apparemment j'ai un charisme et une lumière, mais ne me demandez pas de dire que j'en ai un, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Alors, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour reparler de Divine, qui est vraiment un film important. Je vais faire une spoiler alerte pour les gens qui l'ont pas vu. Zappez 5 minutes parce que je vais vous dire la fin, donc c'est un peu dommage et j'ai horreur qu'on fasse ça pour moi. Voilà. Alors, je me rappelle de la première fois que j'ai vu Divine. C'était avant sa sortie au cinéma. C'était dans une salle de projection. On était en plein été. C'était chez le distributeur. Salle de projection presse. J'étais toute seule dans la salle. Et je me rappelle qu'à la fin du film, j'ai passé une demi-heure assise, scotchée sur mon fauteuil.
je pouvais plus sortir parce que je pleurais trop. Et je pleurais en fait le destin de Maïmouna, qui est vraiment le ressort tragique principal du film. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Maïmouna, ce personnage? Maïmouna, elle m'a appris le sens de l'amitié, l'amour en fait inconditionnel et sans jugement et sans morale. C'est quelqu'un qui est mort par amour. Maïmouna qui est mort pour... je dis amour et pas amitié parce que je pense pas que... Même si l'amitié c'est quelque chose de très fort, je pense que... Et d'ailleurs c'est ce que nous disait Ouda, c'est que ce qui caractérise le lien de ces filles-là, c'est au-delà de l'amitié, c'est au-delà de l'amour terrestre, c'est que ça va dans quelque chose... Oh, pourquoi je suis émue quand je dis ça? Ça va dans quelque chose de plus haut et de plus universel. Et c'est tellement rare d'avoir ce genre d'amitié. Et c'est pour ça que c'est un cadeau énorme qu'elle nous a fait de jouer, en fait, ce lien-là, en fait, cet amour inconditionnel que quelquefois tu peux passer une vie à chercher et que tu n'auras pas. Et c'est pour ça que c'est beau pour moi d'avoir commencé avec Maïmouna, d'avoir commencé avec un être qui offre tellement d'amour, en fait, sans rien demander. C'est effectivement, il y a une scène où elles sont séparées, elles ont fait une grosse bêtise, les parents de Maïmouna l'enferment, son père est imam dans le film, donc il y a une grande fermeté dans son éducation, et il y a une scène où Dounia vient frapper à sa fenêtre, vient se mettre dans son lit au milieu de la nuit, et c'est vrai que je pense que quand on l'a vu la première fois, j'avais pas forcément réalisé, mais il y a une dimension presque quand même amoureuse, il y a elles se serrent dans leurs bras, on sent qu'elles ont que l'une pour l'autre pour vivre, et c'est aussi une histoire de sororité, j'ai l'impression. Mais totalement. Et encore, sororité, je trouve que oui, c'est le terme avec lequel on peut le plus s'approcher, mais c'est encore plus haut, quoi. C'est que, malgré tout ce qui les oppose, parce que elles sont quand même toutes les deux confrontées à des dilemmes différents, c'est-à-dire que ce qui caractérise le combat de Dounia, c'est cette quête de la dignité et du fait que toute sa vie, en fait, elle a dû baisser la tête à cause de ce surnom qu'on lui a affublé toute sa vie. Donc, bref, cette dignité la bâtarde. la bâtarde, donc cette dignité qu'on a cessé de lui dérober et que sa mère lui dérobe presque sans faire exprès. Et d'un autre côté, on a une Maïmouna qui est la seule, en fait, qui comprend, en fait, le combat de son amie et qui est prête à la suivre, mais qui en même temps, en fait, questionne sa spiritualité et se dire, mais dans ma spiritualité, on enseigne l'amour. Mais en aimant cette personne, je transgresse quelques règles. Donc, comment je dois aimer? Qu'est-ce que je dois aimer? Et Maïmouna, en fait, elle fait le choix d'aimer, en fait, à cœur perdu et se dire, mais cette fille, on est les seuls à se comprendre, elle et moi. Donc, aimons-nous et voyons ce qui se passe. Et ce qu'on s'était dit, c'est que oui, c'est le film, en fait, beaucoup de gens ont du mal à croire qu'il se finit bien. Mais je vous jure, en fait, en apparence, il se finit pas très bien, mais... On sort pas indemne. On sort pas indemne, et on sort pas indemne quand on le tourne aussi. Mais au final, il finit bien sur... Déjà, c'est quand même la mort de Maïmouna qui fait agenouiller Dounia et demander pardon. Donc c'est la première remise en question qui arrive à la fin, mais qui arrive... c'est aussi le sacrifice de Maïmouna, parce que, spoiler alerte, mais Maïmouna, quand elle dit à Dounia, va chercher les pompiers, elle sait que c'est fini. C'est juste qu'elle veut éloigner son ami et se dire, mais voilà, je le fais ce sacrifice. Vas-y, toi, moi je sais que c'est fini. Et c'est ce sacrifice-là, en fait, qui caractérise, qui met le point final à cette relation et cet amour, en fait, que Oulaya Mamra et moi-même avions à retranscrire à l'écran. Vous avez employé le mot sacrifice et c'est vraiment le mot que je voulais aussi vous suggérer. C'est clairement une Iphigénie moderne. Quand vous dites elle meurt par amour, c'est vraiment ça. Elle meurt pour sauver son ami, elle meurt pour sauver le monde. Enfin, c'est vraiment la mort sacrificielle. Et j'ai l'impression qu'on retrouve aussi cette dimension de sacrifice dans le personnage d'Anguille. Il y a plein de points communs entre les deux personnages. Il y a une espèce de pureté qui fait qu'on supporte encore moins leur mort parce qu'on sait qu'elles sont habitées de tellement d'amour, de tellement de joie que leur mort paraît encore plus absurde. Mais Anguille, elle laisse sa sœur sur le rivage et elle y va, certainement en sachant qu'elle encourt un danger plus grand en faisant ça. Et je sais pas, est-ce que vous avez tiré des fils, des ponts entre les deux personnages? Mais concrètement,
Vraiment, vraiment, parce que, pour le coup, Maïmouna, en fait, fait le choix de l'amitié contre tous les dangers. Et Anguille, en fait, fait le choix de la liberté contre tous les dangers aussi. C'est-à-dire que les conditions, en fait, avant même qu'elle prenne la barque pour partir, les conditions s'amassent et lui font comprendre déjà que ça ne va pas, que ce voyage ne va pas forcément bien se passer, que ce bateau est trop petit. Donc ce bateau, c'est un Kwassa, les fameux bateaux qui rallient les Mayotte, les Comores et l'île de Mayotte. Exactement, que les deux passeurs ne sont pas des gens fiables, qu'ils dévalisent les gens et qu'on ne sait pas s'ils vont vraiment nous amener à bord. Que je dis même qu'un des passeurs s'est perdu alors qu'il revenait de Mayotte. Enfin, il y a toutes ces conditions-là, tous ces indices-là, qui normalement lancent des signaux d'alerte sur le fait que non, on ne part pas. Mais cet amour de la liberté, donc pour Anguille, et cet amour de l'amitié et de son ami chez Maïmouna font qu'elles prennent leurs décisions. Mais dans les deux, en fait, ce sont des personnages très jeunes. Maïmouna, 16 ans, Anguille, 17 ans. Et ce qui est super intéressant et beau, c'est que les deux choisissent. Et pareil, en opposition avec Angélique, qui, elle, ne sait pas et ne veut pas choisir. Voilà. Et donc, je trouve ça beau de voir que ces deux personnages, donc Anguille et Maïmouna, à leur âge, choisissent, au péril de leur vie, mais elles choisissent de partir. Elles choisissent de suivre une amie à 17 ans. Comment on choisit ? Comment on prend des risques aussi grands à 17 ans ? Est-ce que c'est de l'inconscience ? Est-ce que... Comment ça se matérialise à l'intérieur de toi ? Et moi, en plus, qui suis déjà un peu plus âgée que ces personnages-là, en tant que comédienne, c'est hyper nourrissant et intéressant de voir comment tu ressens ça, comment tu joues ça, comment tu repars dans une espèce de folie, d'inconscience qu'on peut avoir à 17 ans. Et 17 ans, moi j'avais 17 ans il y a 8 ans, donc ça remonte il n'y a pas si loin que ça, mais quand même, c'était quand même déjà il y a 8 ans. Donc comment on remonte à ça, en fait ? Et c'est ce qu'il y a de plus succulent dans mon métier, quoi. En fait, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu que je voulais vous garder pour un peu plus tard, mais je spoil tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui suis tout le temps trop linéaire, voyons. Non, voilà. Moi, en fait, j'ai lu quelque chose qui m'a énormément choquée. Après, c'est pas comme si j'étais complètement surprise non plus. Vous avez reçu votre part de commentaires sexistes, voire racistes, suite à la sortie de Divine. Voilà, vous avez beau avoir raflé beaucoup de prix. Donc, vous avez partagé le prix de la meilleure actrice au Festival de Carthage avec Loya Mamra. Je rappelle aussi que le film a eu la Caméra d'Or à Cannes. Enfin bref, c'est un peu la haine des années 2010 en termes de miroir de la société, en termes d'enthousiasme qu'il y a eu derrière. Et il y a pourtant des gens qui ont eu envie de vous dire que votre personnage, en fait, c'était vous. C'était pas vraiment joué. Comme vous étiez vous-même une jeune femme de banlieue, incarner un rôle de jeune femme de banlieue, finalement, c'était pas un rôle de composition. Comment vous avez vécu cette remise en question ? Enfin, quand on vous entend décrire votre façon d'être comédienne, il n'y a pas un instant un doute possible sur le fait que vous jouez ces personnages. Comment vous accueillez ce genre de critique tellement, je sais pas, débile, quoi. J'ai pas d'autre adjectif, en fait. Je l'accueille déjà sans surprise. Ouais. Parce que moi, même si j'aime le cinéma, et le cinéma français qui m'a offert beaucoup, moi, j'ai beaucoup de griefs contre le cinéma français, quand même. Je trouve qu'il participe à la stigmatisation des actrices comme moi, qui participent au cliché, qui participe à la non-ouverture, en fait, des horizons, des possibilités de narration de certains films, etc. Qu'est-ce qui, moi, m'empêche d'interpréter une fille qui s'appelle Delphine ? Voilà. Et moi, la réponse, je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc, en fait, ces commentaires-là, ces choses-là sont la réponse à ce que le cinéma produit. C'est que dans le collectif des gens, une fille noire, et j'ai même pas encore dit grosse, une fille noire ne peut pas jouer autre chose qu'une fille noire. Et puis, en plus, c'est marrant parce que en venant ici, j'écoutais l'interview que vous avez fait du coup avec Alice Diop, qui disait « Moi, je veux pas être caractérisée comme une cinéaste noire. Moi, je suis avant tout une cinéaste. » Déjà que je suis 100 000 fois d'accord avec cette femme, là, on peut pas être plus d'accord. Et moi, pareil. Pourquoi je dois être stigmatisée comme une actrice noire ? Je suis noire, je sais. J'ai des miroirs chez moi, tout va bien. Ça fait 24 ans que j'ai excès de peau. D'accord. Qu'est-ce que ça ajoute ou enlève ? Parce que si vous le mettez, c'est que il y a un changement. Qu'est-ce que ça ajoute ou enlève le fait que je sois noire ? Je suis comédienne avant tout. Et donc moi, face à ça,
je suis très catégorique là-dessus. C'est-à-dire qu'on a essayé de envoyer à mon agent quelques rôles clichés. Moi, mon refus, en fait, il est catégorique. C'est que j'ai le mérite d'être franche et de dire, ok, je vais peut-être un tout petit peu moins taffer, mais je vous mets pas sur ce terrain-là. Parce que, ne serait-ce que égoïstement, c'est vrai, c'est tellement pas moi. J'arrive même pas à me catégoriser moi-même. Alors comment oserez-vous, vous, me catégoriser, en fait? Et c'est quelque chose que je déplore, que je refuse, mais c'est pas quelque chose qui me fait mal, parce que moi, je sais ce que je vaux. Et j'ai rien contre les gens qui, eux, acquiescent quant à la stigmatisation. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, et chacun mène sa carrière. Dans la carrière que je vise, il y a pas ça. Et j'ai 140 conversations comme ça avec mon agent, et on est très opposés, lui et moi. C'est un homme blanc. On n'est pas de la même condition sociale. Je suis une femme noire. Théoriquement, c'est censé être la personne la moins discriminée et moi la personne la plus discriminée. Et on arrive à travailler ensemble et il arrive à m'entendre. Donc c'est que tout n'est pas perdu au final. Ça veut dire que concrètement, quand on envoie à votre agent un rôle où vous considérez que le rôle qu'on vous propose c'est cliché, on vous propose un rôle genre de jeune fille de banlieue cliché, vous dites non, je ne vais même pas passer l'essai, je ne vais même pas en entendre parler. Catégoriquement. Et en fait, je vais même pas aussi loin, c'est-à-dire que moi, quand je lis des scénarios, je me fais confiance sensiblement et épidermiquement. C'est-à-dire que si cette excitation que j'ai au début, lorsque j'ouvre la première page du scénario, continue et qu'il y a rien qui me heurte au point que je jette ce scénario et que je le brûle, etc. Ce qui vous arrive. Là, oui, moi, il y a 2 pages, allez, ciao, merci, au revoir. Mais on peut pas plaire à tout le monde, voilà. Donc moi, je me fais confiance sensiblement. Et dès qu'il y a quelque chose qui me touche et qui fait résonner des choses en moi, là, on y va. Dans l'autre sens, dès qu'il y a des choses qui m'énervent, qui m'irritent, ou dès que je sens que je vais dire « Ah putain, j'arrête ». En fait, je perds pas mon temps, tu perds pas ton temps, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je me fais plus confiance. Ça passe même pas par l'intellect, en fait. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui m'horripile pour le choix de mes scénarios. Après, le côté raison, c'est mon agent qui l'amène, c'est pas moi. C'est pour ça que je peux pas travailler seul en même temps. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me raisonne en disant « Mais rencontre quand même, mais la première réflexion, c'est dans le sensible. Moi, je crois qu'une carrière de comédienne, ça se fait aussi beaucoup sur les choix. Enfin, quand on salue une carrière de 40 ans avec des Catherine Deneuve, etc., finalement, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on salue? On salue les choix qu'elles ont fait, quoi, d'aller travailler avec tel réalisateur, d'accepter tel rôle, de prendre tel risque. C'est, j'imagine, fondamental. Ah oui. Mais totalement. Et ce que me disait Ouda, elle nous disait, votre carrière, en fait, elle va se construire sur les oui, mais aussi sur les noms. Et non seulement les noms N-O-N, mais les noms N-O-M-S. Et en disant non à ces choses-là, je la construis, ma carrière, aussi. Je gagne peut-être moins d'argent, je travaille peut-être un peu moins, mais moi, c'est une course de fond que j'ai envie de mener. Et peut-être que, là, par exemple, moi, je rêverais de m'acheter un appart. Bon, j'ai pas encore les fonds suffisants. Et il y a des rôles clichés qui, derrière, où on t'aligne un bon salaire, d'accord? Mais, ok, je l'aurais, mon appart, mais je vivrais avec cette trahison que je me suis faite à moi-même. Et ça, c'est pas possible. Mmh. On vous a proposé, je crois, de participer au livre qui a été coordonné par Aïssa Maïga, un ouvrage collectif qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Vous n'avez pas souhaité y contribuer? J'avais dit oui dans un premier temps. Et ensuite, par faute de temps, parce que j'étais en train de tourner Les Invisibles, d'abord il était question que j'écrive moi-même, et puis ensuite finalement ça s'était transformé en espèce d'interview avec une de leurs journalistes. Et puis finalement, en fait, oui, je me suis retirée parce que je trouve que j'accorde une importance à la manière de faire passer les messages et de s'exprimer, etc. Et je choisis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté de venir ici, parce que je trouve que c'est... Enfin, même mes amis m'ont dit, tu es à ta place là. Je me trouve à ma place là. Moi, je me trouvais pas à ma place dans ce livre-là. Je ne dénigre pas l'initiative. Je dis juste, encore une fois, que sensiblement, pour moi, j'avais pas à être là. C'est pas comme ça que j'ai envie de m'exprimer. Je respecte le choix de ces actrices qui a un choix audacieux et courageux de coucher, en fait, sur papier, de se dire, voilà, on m'a dit ci, on m'a dit ça, stop, d'aller à Cannes, et c'était magnifique. Sur les marches, je dis juste que moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de m'exprimer de ce qu'on disait, dans mes choix, dans des entretiens comme ça, et dans mes refus. Ouais. C'est comme ça que moi, j'ai envie de m'exprimer, parce que,
En fait, il y a un temps pour la parole et il y a un temps pour le silence. Là, c'est un temps que j'utilise pour la parole, mais mon silence est aussi une parole. Et j'aimerais quelquefois qu'on m'entende me taire. Et juste qu'on m'entende travailler en silence. Mais je pense que sur le long terme, si c'est bien une course de fond que vous voulez courir, comme vous me l'avez dit, ça finira par se voir. Là, c'est encore un peu court. Ah oui, non, mais là, je suis très loin de ce que... Mais c'est sûr que ces refus, que ces évitements que vous choisissez, au bout d'un moment, ils vont transparaître. Même pour ceux qui n'auront pas étudié votre parcours à fond. Je ferai écouter ce podcast à mon agent, qui est un homme, mais qui écoutera. J'espère qu'il va prendre le temps. Mais en tout cas, ne serait-ce que dans le titre, Noir n'est pas mon métier, et dans les discours qu'on retrouve dans ce livre, voilà, je voulais quand même le saluer parce que, on retrouve beaucoup de choses de ce que vous venez de nous dire. Voilà, je suis pas faite pour être la noire du scénario. Je peux être d'autres choses. Donc on parle de racisme là quand même, et il y a autre chose que j'ai découvert, c'est qu'on a essayé un peu d'exhumer des tweets malheureux, un peu à la Ménel, cette jeune femme musulmane qui avait bouleversé la France dans The Voice, mais le lendemain matin, la fachosphère avait trouvé 3 pauvres tweets qui l'ont un peu abattu en plein vol. Et vous, on a essayé de faire ça avec vous. Alors, ils n'ont pas trouvé grand-chose, mais finalement, ça énerve en fait pas mal de gens, ou peut-être qu'ils sont pas si nombreux, mais en tout cas, ils parlent un peu fort. Votre réussite ? Forcément, ah oui, mais que ce soit moi, vous, déjà, la réussite énerve en général. C'est bien vrai, ouais. Et en fait, moi, ça m'a fait... Déjà, oui, ça m'a un peu enragée, parce que malheureusement, ça a un tout petit peu jeté une pardon, parce que moi, j'ai eu mon César à 23h20, et à minuit, j'avais mon téléphone où c'était assez contradictoire parce qu'il y avait des messages de félicitations, ma mère et tout. Et il y avait des gens qui me disaient « Désactive ton Twitter tout de suite, il y a ça, il y a ça ». Et moi, ça m'a... C'est-à-dire qu'en dehors même du côté malsain d'aller chercher, d'aller déterrer des cadavres, en dehors de la fourberie, c'est presque malsain parce que c'est comme si il me disait... On va voir si tu le mérites vraiment, ton César. C'est-à-dire que l'Académie, donc les gens qualifiés pour me décerner une récompense, ont conclu, par un vote qui a duré 1 mois, en toute légalité, ont conclu que cette fois-ci, je méritais un César. Mais il y a eu un 3e tour qui s'est passé avec la fachosphère que vous avez super bien appelée. Et du coup, en fait, ça, c'est presque une politique de la méritocratie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui va revérifier si tu mérites bien cette récompense ou pas. Et là, il est là, en fait, le mépris. Il est là, en fait, le côté un peu... Voilà, le côté un peu condescendant et méprisant. C'est que je vais revérifier si tu le mérites ou pas. Il a même été question de faire des pétitions pour nous enlever ces récompenses. Et malheureusement, j'en profite parce que j'en ai jamais parlé, ça a un peu débordé sur le 20h qu'on a fait avec Laurent Delahousse. J'espère qu'il écoutera cette émission. Monsieur, j'ai rien contre vous, mais je trouve que vous n'avez pas du tout été délicat avec nous, parce que vous avez l'habitude de recevoir des actrices sur votre plateau au lendemain de leur récompense, mais vous leur posez des questions sur le cinéma. Là, mais j'étais trop jeune, c'était il y a déjà 3 ans, donc j'avais pas le recul. Mais là, je regarde l'autre passage, et en fait, c'était un contrôle d'éducation civique. C'était # prouve-moi à quel point t'es française, et prouve-moi à quel point t'aimes la France. Et c'est marrant parce que Océan avait fait une vidéo, il avait analysé tout ça, en disant, mais c'est marrant parce que il avait reçu d'autres actrices, et il leur avait parlé de leur rôle, etc., mais quand c'est les 2 jeunes qui, reçoivent ces récompenses-là, on reteste à quel point elles sont françaises ou pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que si on avait mal répondu, il y a l'immigration qui nous attendait. C'est con parce qu'on est française de naissance. Et avec mon caractère, moi, j'aurais envie de répondre frontalement comme ça. Mais le plus sage, c'est de répondre dans mes films. C'est de répondre de rester dans l'art. Et de me dire, voilà, vous avez essayé de me stigmatiser, de me chercher et tout, etc. Aujourd'hui, je suis au théâtre. Vous avez essayé de me faire croire que je pouvais pas jouer autre chose que Maïmouna. Et déjà, c'est double insulte parce que vous dénigrez le rôle de Maïmouna, c'est quand même celle qui m'a lancée. Et
deuxième insulte, donc vous pensez que je suis pas capable d'autre chose. Aujourd'hui, je suis au théâtre. Aujourd'hui, je suis au conservatoire. Je suis au conservatoire dans ma promo avec des gens qui, 60% de la promo, ont fait 6 ans de cours Florent derrière. Bref, sont 4 fois plus formés. Mais un jury a estimé que je pouvais suivre des cours avec eux. Donc, voilà pourquoi c'est plus sain pour moi de rester dans l'art. Là, j'en ai profité parce que j'ai une plateforme donc pour adresser ça à Laurent Delahousse et j'espère qu'il va écouter. On va le taguer sur Twitter. Vraiment, pour qu'il regarde n'hésitez bien, pas. Monsieur, vous avez été indélicat, même si vous êtes très charmant et bien coiffé. Là, vous avez été indélicat. Mais c'est sain pour moi de rester dans l'art et de répondre comme ça. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'aussi que je n'ai pas participé au livre. Ouais. Noir n'est pas mon métier. Ouais. C'est peut-être que je suis pas prête à être aussi frontale comme ça et que je préfère passer par l'art. Voilà. Et que peut-être que ces femmes-là, ces actrices-là, elles ont suffoqué et se sont dit, mais stop, nous, pour le coup, on va arrêter d'avoir du tact et on va vous dire les choses. Et j'ai participé à quelques-unes de leurs réunions et c'était ça, la ligne directrice, c'est que nous, on passe plus par l'art, nous, on vous dit les choses. Ouais. Mais on a besoin de ces 2 méthodes de communication. On a besoin de gens qui passent par l'art, mais aussi on a besoin de gens qui, en fait, distribuent des claques. Ouais. Mais ne serait-ce que Anguille sous roche, le message politique, il est d'une puissance hallucinante. Enfin, quand on sait que les Kwassa, c'est ces bateaux sur lesquels Macron avait jugé bon de faire une blague pendant une visite à Mayotte, alors que voilà, c'est un drame humain. D'ailleurs, le chiffre apparaît à la fin de la pièce, j'ai oublié, je crois 15 000 personnes qui sont mortes. Quelque chose comme ça. Pour vous dire, en fait, je ne vois jamais le spectacle. Il est au-dessus de votre tête. Je saurais même pas vous dire quelle phrase est projetée, en fait. Mais je sais qu'il parle de ça. Oui, il y a un message politique, et ce que j'aime, parce qu'il est à la fin, ce message politique, et qu'il n'est pas tout le long, que c'est avant tout un roman d'éducation. C'est l'histoire d'un destin. C'est l'histoire d'un destin, d'une jeune femme, en fait, qui expérimente l'amour, la déception, la sexualité, la grossesse, donc qui, en espace de 2 mois, donc normalement, la temporalité de ce roman, c'est que tout se passe en 2 mois, qu'en 2 mois, elle expérimente ce que tu peux expérimenter dans une vie et ce que moi-même, je n'ai pas encore expérimenté. Je suis pas encore tombée enceinte ni quoi que ce soit et j'ai pas eu à partir, en fait. Et arrive, en fait, oui, la fin, le politique qui est presque inéluctable et inévitable parce qu'on parle des Comores et que, donc en fait, les Comores est un archipel d'îles et il y a Mayotte qui fait partie des Comores mais qui est français depuis une 20-30 d'années et du coup, dans l'inconscient des Comoriens, tout territoire français, c'est là où la vie est censée être meilleure. Puis il y avait tout ce truc avec le visa badinter, en fait, qui était une espèce de carotte qui poussait les gens, en fait, au départ. Sauf que entre Anjouan et Mayotte, il y a 70 kilomètres. Ça paraît beaucoup. En fait, c'est rien. Et c'est 70 kilomètres d'océan Indien. C'est un cimetière marin, en fait. Ouais, ou alors ça paraît, enfin, moi j'aurais presque dit l'inverse, en fait, ça paraît une distance ridicule, mais c'est une distance qui permet quand même, qui implique quand même que des gens s'y noient, avec des bateaux ils coulent, avec des bateaux, et qui même des gens qui essaient d'y aller à la nage, quoi. Mais moi, par exemple, j'habite dans le 91, vers Melun. Melun-Paris, c'est 70 kilomètres. Ouais. Et ça, vous les faites en RER en 40 minutes. C'est 70 kilomètres. Et c'était à la fois hyper glaçant de lire ça, et en même temps, c'est une des raisons qui m'a dit « Je suis obligée de porter cette parole-là. » Parce que ce n'est pas que ça, mais ça fait partie de ça. Et je me souviens qu'on avait fait une résidence en septembre où on lisait justement Anguille. En fait, le roman fait 300 pages et je l'ai lu à haute voix pendant 2 jours et demi. Donc, c'était 15 heures de lecture par jour. Et c'est une seule phrase. Une seule phrase. C'est un texte qui est très particulier, le texte d'Alizé Amir. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. C'est le dernier souffle, en fait, du personnage. C'est un souffle qu'elle prend et tant qu'elle parle, elle ne coule pas. Et je lisais et à un moment, on avait fait une pause et Guillaume Barbeau m'a dit, voilà, j'en profite de faire cette pause. On va regarder des articles, on va recenser le nombre de morts. Et je crois qu'il y avait, c'était du 300 000 morts, un truc comme ça. Et je me souviens qu'après, on a repris la lecture et que c'était impossible pour moi de reprendre la lecture. J'en ai pleuré, suffoqué, à un point, mais j'arrivais même plus à lire, en fait. Et Guillaume, qui m'a laissé, en fait, dans cette émotion qui était très pudique, ensuite m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis déjà,
avec ces chiffres-là, ça a pris déjà du concret, de quoi on parle. Mais surtout, je viens de trouver l'ultime raison pour laquelle je dois faire ce projet. Voilà. Vous parlez des pleurs et ça m'amène à la question que je voulais vous poser. Être comédienne, c'est jouer avec son corps. Oui. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre corps ? Je m'entends mieux, de mieux en mieux, parce que c'est toute une problématique aussi. Je parlais du fait d'être une comédienne noire, mais il y a aussi être ronde aussi, qui est quelque chose qui m'est un peu mis devant les yeux, pas quotidiennement, mais à plusieurs reprises. C'est quelque chose dont j'ai longuement débattu avec les gens autour de moi, avec mon agent, et je pense que je peux pas échapper à cette question-là, parce que c'est mon outil, mon corps, et c'est à la fois quelque chose d'image, mais en même temps c'est ce qui me permet de jouer, etc. Donc il y a plein de questions qui tournent autour, et puis surtout par rapport à mon âge, c'est que j'ai que 24 ans, et que on se pose encore des questions sur où est-ce qu'il est mon corps. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, ça se passe mieux parce que j'en prends soin, parce que j'ai perdu du poids, parce que je fais du crossfit. J'aimerais dire que je fais du crossfit, que derrière mon sac là, et que j'ai entamé ma 6e séance ce soir. Et c'est hyper intense dans le crossfit. C'est hyper intense. Genre, entraînement militaire presque. Ah non, c'est ça, mais non familièrement, je souffre ma race. C'est que je me dis pourquoi je fais ça, et en fait mon corps me remercie parce que ça va mieux, parce que aussi je suis sur scène, donc il faut bien voilà. On se réconcilie avec mon corps. Ça n'a pas été toujours facile, mais mon corps m'accompagne quand même dans ce voyage, et vu ce qui m'arrive, en fait, il me fait pas tellement obstacle. Il demande juste à ce qu'on se réconcilie, lui et moi, quoi. Quand on vous voit danser sur scène dans Anguille, c'est incroyable ce qui se dégage de votre corps. Ah ouais, merci, parce que moi je regarde les retours, je suis en mode... Absolument dingue, quoi. Je crois que la salle entière retenait son souffle à ce moment, parce que vous dansez longtemps, en plus, sans dire un mot. C'est saisissant, hein, tout ce qui se dégage de vous. Ouais, une étoile, quoi. Non, vraiment. Je crois que je danse 2 minutes, ce qui est très long. C'est long. Ouais, mais je dois 2 minutes. Et avec votre utérus, alors, vous entendez comment ? Mon utérus, pareil, on apprend à se connaître, parce que je viens d'une famille conservatrice, donc il y a pas ma mère qui m'a fait m'asseoir, qui m'a dit voilà, ça fonctionne comme ci, comme ça. J'ai dû un peu découvrir moi-même, toute seule. Là, aujourd'hui, elle veut plus en parler, mais moi, je peux pas parler de sexe avec ma mère. C'est non, c'est pas possible. Elle est, comme en fait, elle est à la fin de notre éducation. Du coup, elle est un peu plus relax. Elle a 54 ans. Mais moi, je refuse. Je peux pas en parler avec elle. Mais avec mon utérus, pareil, on apprend à se connaître. J'apprends à le porter. Et ça se passe bien. Bah, tant mieux. Voilà. Vous avez accès à votre chambre à vous, Déborah ? Ma chambre ? Ouais, votre chambre à vous. Ma chambre à moi ? Qu'est-ce que c'est, ma chambre à moi ? C'est une allusion à un roman de Virginia Woolf qui est moi un peu mon déclic féministe, où en gros elle explique que si une femme n'a pas une chambre à elle, c'est-à-dire un endroit où on lui fout la paix, il faut qu'elle ait donc un peu de sous pour pouvoir éventuellement se payer un loyer, etc. Elle peut pas écrire un livre, donc elle peut pas accéder à la création et à la liberté. Donc voilà, mais après vous pouvez l'entendre comme vous voulez. Je le pose volontairement un peu flou. Oui, je vois. Alors non, j'ai pas encore. D'ailleurs, c'est ce qui me manque là. C'est le calme et la solitude. J'en ai besoin. Là, je suis en pleine recherche / appartement, etc. Je l'ai pas encore. En fait, je l'ai là dans la tête et dans mon corps, etc. Mais il faut que je le matérialise, et il faut l'espace là. C'est en cours. Donc. Là, c'est en cours, mais j'y pense même avant de manger. Donc pour dire que c'est très urgent, j'en ai très besoin. Oui, j'en ai vraiment besoin. Et c'est ce que je disais, c'est que là, actuellement, je pourrais pas, parce que je suis encore en train de rencontrer mon art et ma jeunesse, etc. Je pourrais pas encore vivre avec un homme ou quoi que ce soit, parce que l'emménagement toute seule dans un appartement serait la suite de la rencontre avec moi-même. Et elle est pas finie, cette rencontre. Et j'en ai besoin, ne serait-ce que pour moi, mais aussi pour mon art et pour mon travail. Donc oui, il faut que je la trouve, cette chambre, du coup cet appartement que je vais trouver. Voilà. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre, c'est
un jet en l'air de soi, un suspens dans le temps et un examen microscopique de tout ce qui en découle. C'est que là, je suis suspendue en l'air et on regarde tous les contours de ma personne, de ce que je dis, de ce que je pense. Et je pense que chaque personne qui passe là, elles se sont jetées en l'air, elles se sont regardées dans tous les coins et recoins de mon corps, comme dirait Anguille. J'adore les gestes que vous avez faits en faisant la réponse. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous. Merci à Déborah Lucumona d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Gaïa Marty. À la programmation, Laura Cuissard. Et au mixage, Paul Lambert de Curset. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la Poudre à essaimer. Pour faire parler la Poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer, Primo, Quad Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre.